Rebonjour à tous, une journée placée sous le signe du sport. Nous avons le plaisir d'accueillir Mourad Boudjelal. Nous sommes aujourd'hui en duplex, voilà, du live duplex aujourd'hui. Donc merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être parmi nous. Donc Mourad Boudjelal, c'est un franc-parler, un sens de la formule, un homme d'affaires, un brin trublion, dirigeant sportif charismatique, un style bien trempé, sans langue de bois. Et bien évidemment des punchlines si souvent reprises aussi dans les médias. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier paru aux éditions Ramsay en décembre 2020 et qui est intitulé « J'en savais trop ». Vous le voyez à l'écran, mais vous avez été aussi sur de nombreux autres ouvrages, comme on peut le voir. Mourad Boudjelal, c'est un parcours à la croisée de plusieurs chemins qui correspond parfaitement au thème de notre masterclass de cette semaine, « Comment se réinventer ». Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, à 10 ans déjà, vous avez le sens des affaires, et vous êtes aussi un esprit très visionnaire. Vous reliez vos BD et vous imaginez le nom de Mourad Édition. J'ai lu aussi de vous, je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions. La preuve en est, en 1982, c'est l'ouverture à Toulon d'une petite librairie spécialisée dans la bande dessinée. Et en 1989, Soleil Édition voit le jour. Véritable coup de génie. Soleil reprend rang, qui est aussi dans Pif, comme on peut le voir. Vous rachetez les droits de Ran, fils des âges farouches, série BD française, une fiction préhistorique qui apparaît déjà dans le journal de Pif Gadget en 1969. 8000 exemplaires vendus en 3 jours, 22 000 en 3 mois, c'est le succès. Vous devenez donc le 3e éditeur francophone de BD avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. En 2011, vous cédez vos parts aux éditions Delcourt. Et puis en 2006, c'est la grande aventure du rugby. Pendant 14 ans, vous allez diriger le RCT, le Racing Club de Toulon. On voit ici quelques images à l'écran, de belles victoires. Vous hissez le club au plus haut niveau. Il stagnait en D2. 3 titres de champion d'Europe, 2013, 2014, 2015. Et le club fait même coup double en 2014 en ramenant au stade Mayol le bouclier de Brennus. Vous faites couler pas mal d'encre, ça ne vous déplaît pas, car vous décrochez évidemment au moment des mercatos des joueurs de talent qui évoluent dans des équipes internationales prestigieuses, chez les Wallabies, les All Blacks, et le demi d'ouverture, Johnny Wilkinson, vous dit oui, lui qui fut l'un des plus grands marqueurs du monde. Un brin turbulent, vous est coupé de quelques sanctions disciplinaires au sein de la famille du rugby, mais les résultats sont là. Votre détermination est intacte, peu importe la sanction, seules les victoires du RCT sont belles. Vous êtes aussi une grande gueule, celle de RMC, l'émission du même nom auquel vous participez. Vous vous qualifiez également de saltimbanque atypique qui ne se prend pas au sérieux. En 2008, vous êtes même fait chevalier de l'Ordre national du mérite pour vos 27 ans d'activité professionnelle et votre action auprès de la jeunesse. En 2018, vous êtes même décoré en tant que chevalier de la Légion d'honneur. En 2020, contre toute attente, vous créez la surprise en laissant le monde de l'Ovalie pour des aspirations dans le milieu du ballon rond. Vous souhaitez faire une offre de rachat pour l'OM. On dit de vous que vous êtes le fils spirituel de Bernard Tapie, mais le club n'est pas à vendre. Qu'à cela ne tienne, vous ne faites pas de différence entre vos rêves et vos ambitions. C'est le club de hier qui vous ouvre les portes du foot. Et en février 2020, vous nommez même dans la foulée Nicolas Anelka comme directeur sportif. Un palmarès impressionnant dans ce parcours sportif et engagé en qualité d'homme d'affaires. Comment voyez-vous l'avenir, par exemple, des clubs de foot aujourd'hui, la pandémie ayant quand même beaucoup rebattu les cartes, les pertes doivent être abyssales. Comment l'homme d'affaires et visionnaire que vous êtes voit la situation? Bonjour d'abord et merci. Alors, l'économie du football, contrairement à l'économie du rugby, par exemple, est très axée sur les droits télé. Donc, je veux dire, le tsunami réel, à mon sens, qu'il y a eu pour le football, en tout cas pour la Ligue 1, c'est l'affaire Mediapro, où le milliard qui avait été encaissé, dépensé, provisionné, enfin, d'un seul coup, s'est volatilisé et a laissé une situation de position dominante à Canal+, de position dominante d'un acteur en plus frustré par le départ du monde du football pour un concurrent fictif qui était Mediapro. Donc je pense que la première problématique que les clubs de foot vont avoir à gérer, ce sont les droits télé.
Alors, il faut savoir que dans les clubs de foot, comme dans d'autres sports, il y a deux économies aussi. Il y a les économies fictives, à savoir un club comme le Paris Saint-Germain, par exemple, a un État derrière lui, donc le choc sera bien moins dur à amortir. Et puis, il y a des clubs qui essaient de vivre d'économies réelles, à savoir de recettes qu'ils créent, les droits télé, les hospitalités, la billetterie, le marketing. Et ces clubs-là, aujourd'hui, ils ont une grosse perte qui est liée à des sommes, à des droits télé qui avaient été mis dans leur budget et qui ne percevront pas. Donc, il n'y aura pas 36 solutions et ça va renforcer ceux qui vivaient dans une économie fictive, en tout cas sous bulle, avec un actionnaire très puissant, et ça va affaiblir ceux qui vivaient d'économie réelle. Souvent, ceux qui vivent d'économie réelle aussi participent fortement à la notoriété d'un club, puisqu'ils ont besoin d'engouement pour vivre. Ceux qui ont une économie fictive, c'est aléatoire, engouement. Donc, ça va creuser des écarts. Et quelles sont les solutions pour ces clubs? Ça sera une baisse salariale très forte pour les joueurs. Ça veut dire que le niveau du joueur très bon va augmenter, mais le niveau du joueur moyen va fortement baisser. On va paupériser les salaires des joueurs moyens. Je ne vois pas d'autre solution pour les clubs pour s'en sortir. Et il n'est pas exclu, en fonction de ce que dira la Ligue sur le bilan des clubs, il n'est pas exclu aussi de voir ce qui se passe à Bordeaux aujourd'hui, par exemple, de voir des clubs dire voilà, on se sécurise en se mettant en plan de redressement. Et du coup, vous pensez que les joueurs vont accepter de baisser leur salaire? Parce que quand on voit les montants que cela représente pour un club, c'est quasiment 50% en moyenne du budget. Est-ce qu'ils vont être en mesure d'accepter cette baisse ou vous pensez qu'il va falloir réinventer un nouveau modèle financier? Réinventer, ça va être compliqué quand depuis des années, on se base sur les droits télé. Aujourd'hui, il y a un seul acteur qui s'appelle Canal+, qui joue très bien, hein, qui a déjà annoncé que seuls les gros matchs l'intéressaient, les petits matchs, il est prêt à les céder. Donc non, les joueurs qui ont un contrat, bon, ils auront le choix d'appliquer leur contrat, mais en général, dans le sport, on signe des contrats pour 2 ans. Donc le temps va passer et le marché va avoir une tendance baissière très forte. Et je crois que ce qui se passera, c'est qu'ils accepteront des baisses de salaire en échange de prolongation de contrat pour se sécuriser. C'est-à-dire qu'ils diront, plutôt que toucher 20 000 euros par mois pendant un an, je vais accepter de toucher 12 000 euros, mais je me sécurise sur 3 ans. C'est ce qui risque de se passer, c'est que les joueurs risquent d'échanger du montant valeur contre de la valeur temps pour se sécuriser. Oui, effectivement. Et du coup, le mercato doit être très ralenti, hein, puisque les clubs vont avoir un peu moins d'argent à mettre sur le tapis. Oui, mais le mercato, c'est quelque chose, c'est un jeu de domino. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gros qui achètent des joueurs très chers et qui donc distribuent de l'argent. Et ensuite, le marché part. Alors là, je ne suis pas très inquiet parce que des gros qui vont acheter des joueurs très chers, il y en a encore quelques-uns. Mais effectivement, il y en a un petit peu moins. D'ailleurs, on a vu la tentative de putsch, si j'ose dire, à travers cette création de ligues indépendantes, hein, de super Coupe d'Europe avec des clubs très endettés qui se sont dit simplement, aujourd'hui, nous avons des dettes incroyables et la seule façon de nous refaire, c'est d'arrêter de partager et de tout prendre pour nous en créant de la valeur un gâteau sur lequel on sera moins nombreux à croquer, et donc ça va nous remettre nos comptes d'aplomb. Donc là, on est vraiment dans un flou, à savoir des clubs très riches qui sont étatiques, hein, on ne va pas se mentir, il y a des clubs étatiques, des clubs très riches, mais qui ont des pertes énormes et qui sont plus ou moins sécurisés pas par des États, mais je veux dire, à qui on laisse faire. Tout le monde sait que des clubs comme le Real Madrid, par exemple, ou Barcelone ont des dettes énormes et que n'importe quelle entreprise serait déjà en cessation de paiement, en liquidation judiciaire. Mais eux, ils sont encore en vie avec sûrement des fonds propres négatifs pour des raisons qui sont politiques, hein, et qui sont aussi patrimoine national, quasiment, on peut dire, pour ces clubs en Espagne. Donc, c'est défendable. Donc, voilà, ça va dépendre. En fait, aujourd'hui, tout le marché du football, à mon sens, dépend des gros. Voilà. Qu'est-ce que vont faire les gros? Voilà, aujourd'hui, il y a une scission qui s'est créée en plus avec l'UEFA à travers cette tentative de putsch. Qu'est-ce que vont faire les gros? Qu'est-ce que l'UEFA va faire comme sanction sur les gros? Je ne crois pas trop parce qu'ils en ont besoin. Mais c'est eux qui vont décider aujourd'hui de l'avenir du football. Et je ne sais pas, moi, j'ai quand même l'impression qu'ils ne sont pas très partageurs. Donc, il va y avoir des dégâts. Ça veut dire aussi que les plus petits clubs, hein, avec plus petits budgets, vont être aussi peut-être mis en plus grande difficulté ou pas forcément? Oui, 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 non, c'est clair beaucoup de joueurs vont se retrouver sous le carreau, hein, je veux dire. Le marché des transferts pour les petits clubs va avoir une tendance baissière très forte. Et puis après, les petits clubs vont faire des astuces
des pratiques de paysans. Je veux dire, au lieu d'avoir 25 joueurs, ils en auront 19 ou 20. Ils vont jouer plus sur les jeunes en disant les jeunes, c'est moins cher. Eh bien, on remplacera les 4-5 joueurs par des jeunes qui vont nous abaisser très fortement la masse salariale. Voilà, et puis après, ils vont essayer de s'en sortir comme ça. Après, je pense qu'ils misent tous aussi sur le fait qu'il y a une telle frustration chez les supporters et les partenaires qui ne sont pas allés au stade depuis plus d'un an maintenant. Ils se disent qu'il y a une telle frustration et aussi un tel pouvoir d'achat qui s'est accumulé parce que les Français n'ont pas énormément dépensé pendant le confinement depuis un an et que sûrement il y aura un engouement très fort, une envie de consommer et de croquer du sport à pleines dents qui va peut-être aussi un peu nous refaire. Je pense qu'ils misent là-dessus. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle ou pas avec le monde du rugby que vous avez évidemment dans lequel vous étiez très impliqué pendant de longues années. Et est-ce qu'on a un peu ce même parallèle ou pas du tout dans le monde du rugby, où c'est moins fort? Le monde du rugby, l'économie est un peu différente. Les droits télé représentent 15 à 20% du budget, c'est pas énorme. Le monde du rugby, c'est les droits télé, c'est 100 millions. Ils sont divisés sur 30 clubs. 60% de cette somme va au top 14 et 40% va à la Pro D2. Une fois que, bien sûr, la Ligue a pris la somme qui correspond à ses besoins. Euh, mais ensuite, ce qui est important dans le rugby, c'est la billetterie, le partenariat. Le partenariat, c'est souvent 40 à 50% du budget et la billetterie 30%. Alors, le partenariat a été moyennement touché dans le rugby puisque la grosse partie du partenariat, c'est le maillot. Le maillot, c'est une partie importante et en plus, c'est une maillot quasiment à marge 100%. Celle-ci a été assurée puisque les matchs ont été télévisés et on fait plutôt de très bonnes audiences. Ensuite, la deuxième marge 100%, c'est la panoptique. La panoptique a été assurée puisqu'on a vu les panneaux à la télé. La seule marge qui n'a pas été assurée, c'est tout ce qui est hospitalité. Hospitalité, c'est une économie qui n'a pas une marge énorme parce que quand vous vendez une coupe de champagne avec des petits fours, il faut quelqu'un qui vous fait les petits fours, il faut acheter des coupes de champagne, il faut quelqu'un pour les servir. Ce qui veut dire que sur la marge, vous êtes bien entamé. On a sur des marges, on est des marges à 35-40%. Ce qui veut dire que le monde du rugby a été impacté sur la marge la plus faible. Accessoirement, les joueurs du rugby ont assez bien joué le jeu en acceptant des baisses de salaire qui vont de 10 à 15%. Ce qui veut dire que sur la plus grosse part de leur charge, la masse salariale, c'est 75% des charges, ils ont eu une énorme baisse, sans compter qu'à côté de ça, il y a plein de frais qui ne sont pas venus, venir dans le budget. Par exemple, je veux dire, quand on n'a pas joué, on n'a pas eu de déplacement en avion, on n'a pas eu d'hôtel à réserver. Et puis l'État a joué son rôle dans le rugby, puisque l'État a débloqué déjà 40 millions pour aider les clubs. Ce n'est pas du PGE, c'est du don. Et va encore débloquer 40 millions. Ce qui veut dire que l'an passé, je vais vous faire une confidence, il y a des clubs, il y a des présidents de clubs qui m'ont dit j'ai gagné de l'argent avec le Covid. J'ai gagné de l'argent avec le Covid. Moi, je connais beaucoup de clubs qui ont amélioré leurs résultats grâce à Covid. Alors après, effectivement, il y a des clubs qui avaient un déficit structurel et qui aujourd'hui font passer ce déficit structurel sur le Covid parce qu'ils se disent ça sera peut-être l'occasion pour l'État de nous faire une rallonge supplémentaire. Mais le rugby est beaucoup moins impacté par le Covid que le foot ne l'est. Mais ce n'est pas le Covid, je vous rappelle, le foot, c'est Mediapro qui fait très mal. Oui, c'est ça. Et du coup, vous avez parlé aussi de la billetterie, les supporters qui ne peuvent pas être là. Est-ce qu'on retrouve des caractéristiques communes entre un supporter du football et un supporter du rugby? Est-ce que on les gère de la même façon? Est-ce que l'engouement, vous qui êtes maintenant passé dans le milieu du ballon rond, vous allez communiquer différemment avec eux ou non? Je vais, Un je vais supporter forcément reste. communiquer différemment aujourd'hui parce que je n'ai pas de légitimité déjà dans le football. J'avais beaucoup plus de légitimité dans le rugby. Donc, je vais d'abord essayer de faire des choses, hein, je veux dire. Alors ensuite, la différence, vous savez, j'ai toujours dit, et je ne vais pas me renier, si vous allez voir un match de football avec votre épouse, enfin vous en l'occurrence et votre époux, euh, à la buvette, les gens vont se serrer et ne vont pas vous laisser passer. Au rugby, les gens vont s'écarter et vont vous dire, je vous en prie, madame, allez-y. C'est deux typologies de public qui sont assez différentes. Le rugby est un sport familial, totalement familial, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a un sport familial, quand on y va, on dépense un peu plus parce qu'on a envie de la place qui va bien pour son épouse, pour ses enfants, la place de parking, on a envie de passer un bon moment. Le football est un sport beaucoup moins féminin, il me semble, et c'est un sport beaucoup plus populaire. Il suffit de regarder les règles. Je ne vais pas dire du mal du football maintenant que j'y suis, mais j'ai souvent dit qu'en termes de règles, le football et le rugby étaient au football ce que les échecs sont au jeu de dames. Voilà, les règles du rugby sont quand même plus compliquées à comprendre. C'est pour ça qu'il y a peut-être un public qui n'y vient pas, alors qu'une fois qu'on a vu quelques matchs, elles sont pas. Enfin,
Si, elles sont un peu compliquées parce qu'il y a même moi des règles que je ne comprends pas quand je vois les arbitres. Mais le rugby, c'est très simple. Il y a un ballon et les règles sont simplifiées à l'extrême. Et ça explique aussi que ce soit un sport mondial, quoi, à l'inverse du rugby. Alors tout à l'heure, vous avez parlé aussi des sponsors. Dans le monde du rugby ou dans le monde du foot, les sponsors, quelle est leur présence aujourd'hui avec le Covid, leur frilosité ou pas, les renouvellements de contrats, est-ce que c'est compliqué? Et puis c'est vrai qu'on voit aussi pas mal dans le rugby de la proximité sur des sponsors peut-être, un peu plus que dans le foot. Comment cet univers du sponsoring aussi s'organise maintenant? Le rugby est un sport business, hein. Il faut savoir que tout le CAC 40, par exemple, suit le tournoi Destination. Mais quand je dis le suit, c'est le suit. Il y a des avions qui partent et ils suivent les matchs de l'équipe de France en rugby. Le rugby est un vrai sport business où les partenaires viennent d'abord pour adhérer aux valeurs du rugby, bien sûr, mais aussi pour faire des affaires, pour faire du business, parce que c'est une image positive. Le football l'est aussi, mais à mon sens, le football s'est beaucoup reposé sur l'économie des droits télé. Il avait moins de besoins. Tandis que le rugby, on n'avait pas de droits télé, donc on a dû se débrouiller et aller chercher des ressources. Et donc, la ressource principale que nous sommes allés chercher, c'est le partenariat, parce que le rugby est un sport ludique qui attire les chefs d'entreprise. Et de ce côté-là, ça a été plutôt bien réussi. Voilà, moi, je sais que les loges au Stade Mayol, j'avais une cinquantaine de loges, le business de la région se passait là. Voilà, les loges étaient louées et pour voir le match, pour inviter des clients, mais aussi pour faire du business. Et ensuite, le rugby défend des valeurs, je veux dire, très fortes. Et l'adhésion à ces valeurs, ce n'est pas anecdotique pour une marque qui veut s'implanter dans une région. Et donc, les clubs, par exemple, pour le top 14, ne seront pas en souffrance forcément parce que Non, ils d'abord, seront dans le toujours top présents et 14, il y a pas mal fidèles. de clubs qui sont défendus par des mécènes. Il y a 7-8 clubs qui ont vraiment des mécènes qui peuvent tenir le choc sans aucun problème. Et puis, surtout, il y a eu des aides très importantes. Alors après, bien sûr que peut-être il y aura des pertes d'entreprises, mais je pense aussi que le Covid, pour beaucoup, va devenir un excellent alibi pour dire « je ne peux pas ». Voilà, certains utiliseront le Covid en disant « non, mais je ne peux pas renouveler mon partenariat cette année ». Ça, c'est l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, c'est qu'effectivement, il y a ce manque dont je vous parlais chez les partenaires aussi, ce manque de l'ambiance du stade, ce manque d'inviter les clients, ce plaisir de retrouver la vie. Je me place dans une hypothèse très optimiste, moi, où on va retrouver la vie de façon tout à fait normale et banale. Ça peut créer un engouement très fort et avoir l'effet inverse. Je veux dire, aujourd'hui, on a tous envie de consommer à pleines dents, je crois, tous. Oui, et puis cet engouement d'être dans un stade, c'est pas la même Oui, chose. Hein. Je veux ça va dire, nous faire cette bizarre, hein, d'ailleurs. énergie. Il faudra retrouver le chemin. Parce que Ça, c'est sûr, mais c'est vrai que bon, voilà, on vit pas un match de la même façon quand on est dans une enceinte, dans un ça n'a rien à club, voir. que quand on le voit derrière la télé. Donc, Ça n'a rien à derrière voir. un écran. Le stade de rugby a une magie. D'abord, c'est que vous pouvez mélanger les supporters. Moi, il m'est arrivé de voir des matchs avec des gens de l'équipe d'en face. Au football, c'est compliqué. Je vous invite à essayer de mettre les supporters du Paris Saint-Germain et de l'OM dans la même tribune. Je ne suis pas sûr que ça se passe très bien. Au rugby, il n'y a aucun problème. Je veux dire, il y aura un peu de chambrage, hein, bien sûr, mais au contraire, je veux dire, les supporters vont un peu se chambrer, mais à la fin du match, ils iront boire des coups ensemble. Voilà, ça c'est Oui. certain. Football, c'est plus difficile. Football, c'est plus difficile. Au rugby, vous pouvez y aller, envoyer vos enfants. Je veux dire, moi, si vos enfants vous disent, je vais aller voir PSG Nice, vous êtes un peu plus inquiet quand même. Voilà. Donc, le rugby a cette bonne image dont il profite. Comment on arrive à identifier ces sponsors, puisque les cartes vont être un peu rabattues visiblement quand même, puisque certains vont se servir donc du Covid pour ne pas C'est certain, forcément ça. renouveler des contrats. Est-ce que ça va faire émerger de nouveaux sponsors? Est-ce qu'on va accepter aussi que des sponsors arrivent sur la table avec un peu moins d'argent dessus? Enfin, comment on va identifier ces sponsors aujourd'hui, qui soient aussi en adéquation avec le monde sportif dans lequel ils ont décidé d'être présents? Alors, il y a deux sortes de sponsors dans le rugby. Il y a les vrais et les faux. Les faux, ce sont des sponsors d'agrément. C'est par exemple, je vous donne un exemple, et ça m'a valu pas mal de remontrances de par le passé. Vous avez un club comme Clermont, et j'ai rien contre Clermont. Je leur souhaite d'être champion de France, juste après Toulon, qui appartient à une entreprise qui s'appelle Michelin. Bon, il est évident que quand vous avez un gros marché avec Michelin, si vous êtes une entreprise extérieure, c'est plus facile de dire on est OK pour vous filer un marché à 100, à 200 ou à 300 millions. Et si vous êtes gentil, vous nous prenez un espace sur le maillot pour le club de rugby de la ville, ça nous fera plaisir. Bon, ce n'est pas un véritable partenariat, ça.
Ça n'arrivera. Ensuite, il y a des clubs qui ont une économie réelle et qui vont prendre leur deux pattes et qui vont aller voir des gens en essayant de les convaincre qu'adhérer à leur club, ça va être une plus-value pour leur chiffre d'affaires, pour leur image, et qu'en plus, on va vivre une belle aventure ensemble. Voilà, et qui va passionner l'entreprise, puisque le club deviendra le sujet de discussion du lundi matin et que ça va créer du lien à travers les salariés parce qu'ils seront heureux pour les mêmes choses et malheureux pour les mêmes choses en cas de victoire ou de défaite. Énervés toujours contre l'arbitre, c'est un autre travail, ça n'a rien à voir. Voilà, donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de défendre le RCT comme une marque. Donc j'ai créé une marque qui s'appelle RCT et j'ai construit derrière une structure commerciale avec des commerciaux qui allaient vendre avec un catalogue différents produits autour de la marque du RCT pour toutes les gammes de prix. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter un billet avec une coupe de champagne, on pouvait acheter un emplacement sur le maillot, une loge, on pouvait acheter une place bord de terrain, on pouvait acheter le droit de venir dans les vestiaires, on pouvait acheter un mariage RCT, un anniversaire RCT, le droit d'utiliser la marque. Il y avait tout un catalogue à l'état de produits et ça a très bien marché. Moi, vous savez, j'ai pas inventé, j'ai juste fait un truc très simple qui a été repris par tout le monde, qui est un billet de stade, ça coûte 40 €, une bouteille de champagne, ça coûte 40 €, ou une coupe de champagne, ça coûte 10 €, et un billet de stade plus qu'une coupe de champagne, ça coûte 350 €. Voilà, c'était aussi simple que ça, parce qu'en plus, c'était simplement le plaisir de voir un match dans des conditions autres que le spectateur classique, c'est-à-dire avec du monde, une hôtesse qui vous sert le champagne, tout ça. Et ça a super bien marché, parce que le rugby est un sport plaisir, et accessoirement, comme c'est un sport plutôt compliqué à travers ses règles et intelligent, on a la chance d'avoir un public plutôt de haut niveau social. Donc, quand il vient au plaisir, au rugby, ils ont le plaisir et les moyens de dépenser. Vous aviez même créé une monnaie, le pilou-pilou. Oui, ça c'était pour faciliter les buvettes. Mais par exemple, moi j'ai inventé un truc qui a été repris de partout, c'est les loges bord de terrain. Les gens se battent pour avoir des loges en haut et tout, mais je me suis toujours dit, le plus bel emplacement, c'est sur le terrain. Voilà, parce que vous voyez le match comme personne ne peut le voir. Vous êtes au niveau du terrain, au niveau des joueurs, à part que vous risquez de vous prendre le ballon sur la tête, quoi. Mais c'est magnifique d'avoir les joueurs à quasiment qui viennent des fois, qui sortent en touche à 50 cm de vous. Et ça, c'était les emplacements les plus prisés. Je ne comprenais pas que personne n'y ait pensé avant. Car pour moi, le confort absolu, il est là. Donc là, on manque de ce contact avec ces joueurs, enfin, cette proximité terrain. Finalement, vous la valorisez aussi commercialement. Est-ce que vous allez pouvoir faire à peu près la même chose, vous pensez, sur le foot? Non, il ne faut surtout pas essayer de reprendre le même modèle. Sur le foot, je suis dans un domaine différent. Je pense que le foot est très marqué par la culture urbaine, d'où le choix de Nicolas Anelka. Et je crois qu'il faut vraiment associer le foot à la culture urbaine qui, on va se le dire, depuis 20 ans, la culture française sans la culture urbaine n'existerait plus. Je veux dire, aujourd'hui, la culture urbaine apporte tout, dans le cinéma, dans le street art, dans la chanson, bien sûr, et je crois que l'association des deux est aujourd'hui très forte. Mais c'est une culture urbaine sans misérabilisme. Moi, je prône tout le temps la réussite, le positif, c'est-à-dire que l'ambition. Donc, c'est ce que je vais essayer de défendre à travers le football. C'est totalement différent de ce que j'ai fait dans le rugby. Oui, donc il faut repenser Enfin, on se met dans non, une autre logique. On est obligé de faire on ne peut pas faire de prêt-à-porter, hein. On fait du sur-mesure. Hein. Ouais, là, ça m'a l'air très clair. Alors, on va avoir pas mal d'événements sportifs qui vont arriver. Donc, on a effectivement la Coupe du Monde du rugby qui va arriver en 2023. On aura aussi après les JO en 2024. Vous, avec votre regard d'homme d'affaires qui est assez visionnaire, faut le dire, vous voyez comment ces événements, comment ils vont être vendus, comment ils vont être finalement commercialisés, comment ils vont être répliqués dans le monde, quels sont les enjeux pour vous, et là où il faut peut-être faire attention. Bon, on a une pandémie, on espère que ça ira mieux, mais quelle est votre approche sur ces deux événements, et particulièrement évidemment sur la Coupe du Monde de rugby 2023? La Coupe du Monde de rugby, moi j'ai œuvré en sous-main pour qu'elle se déroule en France, parce que c'est un événement important. Moi, d'abord, sportivement, je pense qu'on va être champion du monde. J'en suis intimement convaincu, parce qu'on a une génération exceptionnelle, c'est la génération Canal+. Ça va être un événement fantastique en France, parce que j'ose espérer qu'en 2023, on parlera du Covid au passé. Ça va être une grande fête nationale, avec un sport qui est un vrai sport gaulois, et le plaisir de voir enfin l'équipe de France championne du monde. Moi, je prévois un grand bonheur pour 2023. Il y a un grand engouement, et je crois que les gens vont être très heureux. C'est un super truc qui arrive dans notre pays, cette Coupe du Monde 2023. Il faut féliciter Bernard Laporte d'avoir réussi à
à l'obtenir parce que ce n'était pas gagné, c'était difficile. Je peux vous dire que pour avoir les voix de tous les pays, ça a été une véritable bagarre. Donc, pour moi, la Coupe du Monde 2023, ça sera le nouveau monde. Voilà, ça sera le début du nouveau monde. Ensuite, il y a une Coupe du Monde de football. On va peut-être être champion du monde dans 2 sports collectifs, ce qui n'est jamais arrivé. Voilà, parce qu'en Coupe du Monde de football, on est pas mal placé aussi. Hein. Voilà, on a cette chance d'être, nous, une génération dans le sport où dans beaucoup de sports, aujourd'hui, la France est un pays dominant. Voilà. Après, économiquement, pour le rugby, ça va être en plus. C'est sûr que quand on est champion du monde, les gens vont bouffer du rugby à la télé sans arrêt. Alors, la seule problématique, je ne sais pas comment la Fédé va mettre en place un process pour essayer d'attraper le plus de grand public en simplifiant les règles ou en apprenant les règles. C'est là que va se passer l'enjeu de la Coupe du Monde, de façon à ce que les gens qui sont rebutés par la pseudo-difficulté des règles du rugby à comprendre, alors qu'il faut voir 2-3 matchs, ben, se disent finalement, ben non, je ne suis pas plus con qu'un autre, ça y est, j'ai compris les 5-6 règles essentielles pour pouvoir suivre un match de rugby. C'est vrai que c'est assez compliqué, ces règles Oui, il faut sont connaître parfois… 5-6 règles, c'est tout. Après, il y a plein, je vous dis, c'est sûr que dans les règles de rugby, il y a 300 trucs, même les arbitres ne les connaissent pas. Donc, personne. Mais bon, 5-6 règles suffisent pour à peu près suivre un match de rugby. Et puis, je vous dis, dans un match de rugby, à chaque regroupement, il y a 15 fautes d'un côté et 15 fautes de l'autre. L'arbitre, il décide de laquelle il voit, c'est tout. Donc, c'est très difficile à arbitrer le rugby. Mais ce n'est pas Sachant que très compliqué, maintenant, c'est un ils sport demandent… intelligent, c'est un sport de tactique. Je peux vous dire que si vous venez voir un match de rugby avec moi, à l'époque, je peux vous annoncer ce qui va se passer avant même que l'action ait démarré. Tout est travaillé à la vidéo. Ouais. Je vous donne un exemple. On va jouer une équipe. Par exemple, on va déterminer que 90% de leurs essais sont sur un lancement de jeu après une touche. Donc, pendant tout le match, vous allez dire, mais Toulon, ils ne trouvent jamais la touche. Ils n'ont pas un coup de pied assez long. Non, on aura décidé, par rapport à ces stats et à cette analyse vidéo, de ne jamais trouver les touches pour ne pas leur permettre d'avoir des rampes de lancement de jeu. Voilà. Et ça, c'est que de la tactique. Ce n'est pas qu'on ne trouve pas les touches, c'est que c'est décidé. Il y a plein d'actions qui sont analysées. On a marqué un essai en demi-finale du championnat de France, l'année où on est champion de France, contre Toulouse, d'entrée. On avait identifié à la vidéo, ça avait pris du temps, que le 15 de Toulouse, qui était Poitrenaud, avait une tendance à suivre le ballon. Donc ça a été identifié on a dû le voir sur une trentaine ou une quarantaine de matchs. Systématiquement, il suivait le ballon. Donc, le jeu consistait uniquement à décaler le ballon le maximum vers la gauche, alors qu'on était dans leur camp. Et au moment où on sentait qu'il était vraiment aspiré par le ballon, à avoir un gros joueur qui reste complètement à droite. Et je peux vous dire que je suis au stade, le ballon sort, Michalak n'a pas encore tapé pour inverser totalement le sens du jeu de la gauche à la droite, que Bernard Laporte a déjà levé les bras. Il sait qu'il y a essai, alors que le ballon n'est pas sorti des pieds de Michalak pour arriver dans la main de Dany Rousseau, qui n'a plus qu'à foncer tout droit et marquer l'essai. Ce qui veut dire que c'est de la stratégie pure et simple. Et du coup, vous faites allusion aussi, enfin, bon, on visionne un match avec son équipe, mais du coup aussi, on a la demande de plus en plus des arbitres de revoir à l'écran une action parce qu'ils ne sont pas forcément bien placés. Est-ce que ça aussi, ça a un peu changé la donne? Ça a permis de rectifier peut-être quelques injustices ou pas Oui, alors moi j'ai été C'est un victime gros d'une progrès injustice pour en demi-finale du top 14 qui m'avait valu d'ailleurs 120 jours de suspension, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est vrai, les arbitres demandent beaucoup la vidéo parce qu'ils ont la pression. Et je vais pas, mais bon, je fais partie des présidents qui leur ont mis beaucoup de pression et qui ont développé la vidéo. Alors par contre, ce qui est un peu frustrant, c'est que des fois, en une vidéo, on voit qu'il n'y a pas essai ou qu'il y a essai, bon, et ils la font passer 5-6 fois, voilà. Moi, ce que je reproche aux arbitres, c'est que depuis qu'ils ont un micro, il y a beaucoup d'arbitres qui pensent qu'on ne vient pas voir un match de rugby, mais on vient voir un match de rugby arbitré par eux. Donc, ils font le spectacle et le show. C'est un petit peu dommage. Alors, il y a un aspect aussi qu'on n'a pas trop abordé, mais on a aussi des équipes de foot féminines et des équipes de rugby féminines qui aujourd'hui n'ont pas à rougir hein, de leur performance et elles sont assez peu médiatisées, elles ne vont pas faire forcément l'ouverture de JT, elles ne vont pas être forcément mises en avant. Est-ce que là, il n'y a pas un effort à faire aussi sur les sponsors, sur les médias? Oui, mais bon, on ne va pas se mentir, on est un gros sport de macho quand même. Hein. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Le rugby, le football, voilà, c'est voilà, la finale. Moi, je regarde la finale du 100 mètres féminin, mais je regarde d'abord la finale du 100 mètres masculin, surtout quand il y avait Usain Bolt. Oui, ça, c'est une réalité. Alors c'est sûr que le salaire d'une joueuse de football n'est pas le même que celle d'un joueur de football, c'est certain.
Mais parce que essentiellement aujourd'hui, l'économie qu'il y a autour n'est pas du tout la même. Un joueur de football, malheureusement, va ramener une économie beaucoup plus importante qu'une joueuse de football. Voilà, c'est certain que. Mais moi, je me suis surpris à regarder des matchs de l'équipe de France de rugby, voilà, par curiosité, hein. Et en fait, je me suis régalé. Voilà. Et donc, je les ai suivis parce que c'était un rugby différent, mais un rugby plus, comment dire, plus naturel. Voilà. Il y avait moins de. C'était un rugby plaisir. Et j'ai trouvé ça très agréable à voir, alors qu'au départ, c'était vraiment de la simple curiosité. Mais c'est sûr que si demain je vois aller voir un match de l'équipe de France, j'irai d'abord voir l'équipe de France masculine. Oui, bien sûr. Le sport féminin en général, hein, il y a assez peu de sports où les femmes ont la place qu'elles méritent. Mais le sport féminin en général souffre de la comparaison avec le sport masculin en termes d'audience et d'économie. Oui. Alors, si une équipe de France de rugby féminine vous appelle, vous attendez un petit peu? J'y retournerai plus dans le rugby, donc féminin ou masculin, Alors de foot? mais j'irai voir s'il faut aller voir un match, j'irai voir un match, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, le rugby féminin est en plein essor. Laissons-les grandir. Je crois que Bernard Laporte à la fédération, il s'en occupe et il s'en occupe bien, puisqu'on a de bons résultats. Mais ne rêvons pas, je veux dire, le sport masculin, et c'est pas un avis que je donne, c'est juste un constat. Aujourd'hui, et je crois demain encore, aura toujours un très net avantage sur le sport féminin. Alors avant de faire venir Marie, notre community manager, qui en fait voilà, récupère toutes les questions de nos étudiants, qui viendra voilà, les partager dans quelques instants. Vous êtes infatigable, vous êtes une boule d'énergie, un président qui n'hésite pas à aller dans les vestiaires. On vous a vu plusieurs fois à l'œuvre pour manager ses troupes avec force et conviction. Vous êtes vraiment toujours immergé, vous êtes au contact de vos équipes, les poussant à toujours donner le meilleur. Alors que diriez-vous à des étudiants qui sont là actuellement en 5e année, qui ont des projets, des rêves? Vous êtes passé du rêve à la réalité, ou de vos rêves à des réalités, qui sont aujourd'hui, voilà, qui vont être dans le grand bain du monde du travail. Ils y sont déjà par leur alternance. Mais est-ce que vous avez des conseils, des tips pour dire aujourd'hui, allez-y, battez-vous, même si l'environnement n'est pas toujours très favorable? Qu'est-ce que vous leur diriez, vous qui avez eu déjà très jeune ces envies de gagne, de performance? Qu'est-ce que vous leur diriez? D'abord de foncer, que même c'est dans ces périodes de crise que les plus beaux projets se réalisent. Les Chinois disent toujours que dans les périodes de crise, il y a un problème et une opportunité. Je pense que dans le monde de demain, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Et le monde de demain, c'est eux, c'est vous qui allez le vivre. Donc, il vous appartient. N'ayez pas peur. Je suis en totale adhésion avec une phrase de notre président de la République qui dit il est plus facile de trouver un client qu'un employeur. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde de demain va totalement évoluer. On part de plus en plus vers une société où malheureusement, à mon sens, moi qui suis un vieux, on devra consommer et produire sans sortir de chez soi. Bon, ça va être comme ça. Mais je veux dire, foncez, n'hésitez pas. L'entreprise, c'est une aventure magnifique. Ne faites pas de différence entre vos rêves et vos ambitions. Et de toute façon, vous risquez quoi? Vous risquez juste de réussir. Et dans le pire des cas, vous tenterez autre chose. Mais l'entreprise est une aventure exceptionnelle parce que c'est quelque chose qu'on vit très fort, avec des joies et des peines équivalentes au monde du sport. Hein, et puis, c'est quelque chose aussi où on se découvre. Vous allez découvrir sûrement des capacités que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Ce que vous avez appris à l'école va vous servir énormément. Mais ce que vous allez apprendre dans la vie va aussi beaucoup vous servir. Et vous ne pouvez pas imaginer toutes les surprises que la vie va vous réserver. Des surprises passionnantes, vous allez évoluer, vos outils scolaires vont vous servir, mais la vie va vraiment vous faire avancer d'une façon incroyable. Vous allez vous dire, c'est fou. Et vous allez découvrir des compétences, je vous le répète, des compétences, des envies, des choses que vous n'auriez même pas encore imaginées aujourd'hui. C'est ça qui est magique. C'est que votre personnalité de demain va faire des choses que votre personnalité d'aujourd'hui est absolument incapable de faire. Mais pourtant, demain, elle les fera. Écoutez, merci beaucoup. Donc, on va accueillir Marie tout de suite, qui va, je pense, avoir un certain nombre de questions de la part de nos étudiants. Donc, voici Marie, notre community manager. C'est parti, donc avec la première question de Samir, qui vous demande comment intégrer les sportifs à une stratégie d'influence. Comment intégrer les sportifs à une stratégie d'influence? Alors,
c'est quelque chose à laquelle j'ai jamais réfléchi. Alors, mais si stratégie d'influence, ça veut dire être un exemple, euh, je crois on n'est pas trop mauvais depuis quelques années au niveau des sportifs qui ont réussi à côté. Mais après, non, Samir, j'ai pas vraiment. Je suis désolé. En général, j'essaie de répondre à toutes les questions, mais là, j'ai pas vraiment d'idée. Je sais pas. Ça marche. En même temps, vous êtes quand même aussi porteur de messages et de communication quand vous relayez vos clubs. Enfin, vous êtes quand même très Oui, mais présent, vous aussi. il y a pas d'acte réfléchi. Moi, je pars du principe que il faut être naturel. Voilà, on est naturel et pas se soucier de son image. Je veux dire, quand vous assistez à un discours, je trouve ça choquant. Quelqu'un qui vient et qui vous lit une feuille, c'est hyper frustrant, c'est hyper choquant. C'est comme si vous allez à un concert et que c'est du playback. Voilà, moi je réagis toujours en direct et en instantané, en disant toujours ce que je pense ou ce que je ne pense pas, quoi. Voilà, et donc voilà, là je n'ai pas d'avis particulier, je ne sais pas. Et alors, du coup, j'ai une deuxième question à vous poser sur Je ne sais l'influence en pas non plus. général. Donc, une question qui nous vient de Dorine, qui vous demande, est-ce que vous pensez qu'un club ultra populaire, comme le Real Madrid par exemple, doit faire des efforts sur sa stratégie d'influence, ou est-ce que sa seule réputation, en fait, suffit encore à vendre? Alors, son image suffit à vendre. Alors maintenant, pour englober les deux réponses, la stratégie d'influence aujourd'hui que récupèrent les clubs de sport, ben, c'est le sociétal, c'est d'être très impliqué, et le RSE, d'être très impliqué dans des actions et pour la planète, et pour la sauvegarde de la planète, et puis aussi des actions sociétales. Est-ce que ces gens font assez? Non. Est-ce que c'est leur rôle premier? Je ne sais pas, parce qu'un club de sport, c'est une entreprise de spectacle. Moi, je pense que les exemples, ce sont plutôt les joueurs que l'entité sportive. Je pense qu'on s'identifie plus à un joueur, et il y a des joueurs qui font de grandes choses. Je veux dire, dans le monde du sport, moi, je vais vous donner un exemple. Il y a moi qui suis vieux, mais vous ne l'avez pas connu, il y a un boxeur qui s'appelait Mohamed Ali, qui a plus fait aujourd'hui pour toute une génération de blacks, on va dire, entre guillemets, pour donner une certaine ambition et une certaine fierté, que n'aurait pu le faire n'importe quelle entreprise, parce que c'était un exemple, c'est un mec qui s'est levé et qui a affirmé sa condition comme un avantage et non pas un handicap. Et en plus, gagner. Voilà. Donc, je pense que c'est plus le rôle des joueurs, de joueurs qui sont des exemples, qu'un club. Un club, c'est une entité abstraite. C'est une entité très abstraite, que ce soit le Real Madrid ou Barcelone. Je ne vais pas se mentir, le problème principal du club, c'est quand même c'est de faire du pognon, hein, pour pouvoir payer les joueurs. Merci pour Dorine. Alors maintenant, on a des questions qui sont très actualité. Voilà. Avec Amine, qui vous demande ce que vous pensez de la Super League. Ben, je pense que c'était un plan qui a été monté par 9 clubs pour gérer essentiellement avec des clubs dominants qui sont le Real Madrid et Barcelone, qui ont des déficits incroyables, pour gérer une partie de la crise et créer énormément de richesses, frustrés par le partage qu'il y a. Alors moi, il y a un truc qui m'a fait énormément rire, c'est l'UEFA qui est venu avec des valeurs. Alors c'est vrai qu'à l'UEFA, l'argent, c'est pas important, quoi. C'est vrai, il suffit d'aller voir dans leur siège. Non, c'est-à-dire que dans les deux cas, l'argent est très important. Mais à part que, bon, aujourd'hui, les clubs de football, ces clubs de football, aujourd'hui, ce qu'ils disent, le spectacle, c'est nous qui l'assurons, c'est nous qui faisons les audiences, c'est nous qui déplaçons du monde au stade, c'est nous qui faisons la réputation des Coupes d'Europe. Ben, on veut simplement le gérer entre nous pour que le gâteau soit beaucoup plus gros, et parce qu'ils en ont besoin. Après, certains diront, ils se sont mis dans la merde tout seuls en proposant des salaires incroyables à des joueurs, pour une raison simple, c'est qu'on est dans un domaine de passion, et que l'économie, quand c'est mêlé à la passion, ça ne fait pas de belles choses, parce qu'on a un esprit de jugement qui est beaucoup moins normal, hein. On peut faire des folies sans calculer, surtout dans la passion concurrentielle. Je pense que, si je veux vous dire mon avis, ça ne s'est pas fait là, mais ça se fera demain. Voilà. Ça se fera demain. Les ligues fermées et privées, ça se fera demain. C'est certain. C'est certain. Voilà, on y arrivera. Alors, par contre, moi, ce qui me gêne, c'est que le sport, ça reste un endroit où la défaite, il y a sanction, et la victoire, il y a récompense. Et un sport sans sanction pour la défaite, c'est particulier. Ça veut dire, si vous faites une mauvaise sans la peur de descendre, par exemple, ou de ne plus participer à la compétition la saison d'après, c'est pas pareil. Je veux dire, s'il y a dans le scénario d'une saison et d'un match, il faut quand même qu'il y ait des angoisses, il faut qu'il y ait des peurs, voilà, et des joies, évidemment. Mais ça peut pas être un encéphalogramme plat. Ça, c'est pas possible. C'est pas du sport.
Oui, alors justement, le milieu du sport, c'est quand même toujours très lié à des questions budgétaires. Et Pierre se demande, le budget étant plus important à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas des risques de fuite importantes des joueurs à l'étranger, justement? Ben, oui, mais c'est surtout la fiscalité aussi. Je veux dire, aujourd'hui en France, on a essayé de rattraper un petit peu les choses pour les clubs parce qu'on a inventé une loi, la loi Braillard, qui est une loi moyenne, hein, je veux dire, parce que beaucoup de clubs ne l'appliquent pas. Mais d'abord, la première difficulté pour les clubs, c'est les charges sociales. Vous savez que dans un pays comme la France, quand vous donnez 100 euros à quelqu'un, vous en donnez 20 en charges salariales supplémentaires. Alors on dit oui, mais c'est le salarié. Non, c'est l'employeur qui paie les 100 et les 20. Et vous en redonnez 40 en charges patronales, ce qui veut dire que 100 euros, ça coûte 160 en moyenne. Ce n'est pas le cas dans tous les pays dans tous les pays d'Europe. En Angleterre, je crois que c'est un coût qui est plus proche des 20% que des 60%. Donc ça, c'est le premier handicap pour les clubs. Et le second, c'est la fiscalité privée. Je veux dire, effectivement, beaucoup de pays étrangers ont une fiscalité privée qui est plus avantageuse pour les joueurs. D'où ce qui explique notamment que lorsque au tennis, il y a un match France-Suisse, il n'y ait que des résidents suisses sur la pelouse ou sur le gazon. Merci. Alors, le Qatar est très présent sur le marché du foot depuis une grosse poignée d'années. Alexis vous demande quelle est votre position sur l'organisation de la Coupe du Monde en 2022 à Dubaï et sur toutes les questions que ça soulève. Est-ce que vous comprenez l'appel au boycott? Oui, je trouve ça perturbant. D'abord parce que le football, c'est un sport populaire et c'est un sport qui doit se jouer, à mon sens, surtout une Coupe du Monde, dans des stades pleins à craquer avec 50, 60, 80 ou 100 000 personnes. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive au Qatar. Deux, aujourd'hui, le Qatar, en termes sportifs, n'a aucune légitimité pour accueillir une Coupe du Monde plus que d'autres. La légitimité, ils l'ont acquise de façon économique uniquement. Donc, je trouve très surprenant. Y aurait-il une Coupe du Monde au Qatar s'ils n'avaient pas le pognon qu'ils ont, quoi? Je ne crois pas. Il y a d'autres pays qui étaient candidats. Donc, je trouve très surprenant ce choix. Je ne vous dirai pas les histoires que j'ai vécues qui me rendent encore plus perplexe parce que j'ai été amené à travailler avec les Qataris dans le rugby. J'avais un équipementier qatari qui était venu nous chercher un peu comme tête de proue. Donc, je trouve cette décision très surprenante. Voilà, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, pour le football. Maintenant, bon, le Qatar a gagné la Coupe du Monde. Ce n'est pas non plus la chose la plus grave qui va se passer dans la décennie. Hein. Voilà, mais c'est surprenant. Voilà. Pour moi, le sport, par exemple, j'aurais apprécié qu'une Coupe du Monde qu'on ait dans un pays d'Afrique, ça aurait été une bonne chose, par exemple, parce que l'Afrique apporte beaucoup au football depuis des années. C'est un vrai sport populaire en Afrique. J'aurais trouvé ça symboliquement plus fort, quoi. Voilà. Même s'il y a eu une Coupe du Monde en Afrique du Sud, peut-être une Coupe du Monde dans un pays d'Afrique du Nord ou plusieurs, ça aurait été, pour le côté populaire, ça aurait été très bien. Voilà. Mais bon, ça sera au Qatar. Je crois que tout le monde se doute pourquoi cette Coupe du Monde a lieu au Qatar, quoi. Personne ne pense que c'est un vote comme ça et que le hasard, la qualité du dossier a fait que ce soit le Qatar qui soit élu. Merci. Alors, Julien, on va parler e-sport. Julien pose la question, on va parler e-sport maintenant. Vous en avez un petit peu parlé pendant votre conférence, pendant l'interview. Qu'attendons-nous pour que les grands clubs sportifs investissent sérieusement dans le e-sport plutôt que de faire la guerre à l'audimat? Mais je suis en partie d'accord avec vous parce que j'avais proposé, quand j'étais au comité directeur de la Ligue, de créer un top 14 en e-sport. Comme c'était une idée qui venait de moi, ils ne l'ont pas retenu, bien sûr, et ils le retiendront sûrement quand quelqu'un d'autre reprendra mon idée. Mais oui, il y a un potentiel sur les e-sports qui est incroyable, à part que ce qui me gêne le plus, c'est le mot sport, parce que voilà, ce n'est pas vraiment du sport, mais c'est de la compétition, c'est certainement de la compétition sur laquelle il peut y avoir une identité très forte, une adhésion très forte, et je m'étais un peu intéressé à ce sujet. Il y a des chiffres qui sont impressionnants, qui sont véritablement impressionnants. Et il y a un avenir incroyable. Moi, je conseille à tous les clubs de sport aujourd'hui d'investir dans le e-sport. Oui, complètement. Moi, si demain le club de hier arrive à franchir les échelons des 3 divisions qu'il a à gravir, j'investirai dans le e-sport. Ouais, je pense que c'est l'avenir. Et je crois que la crise du Covid vient encore de nous démontrer que le e-sport, ils n'ont pas été embêtés par le Covid.
Merci pour Julien. Alors on va parler sport au féminin. On en a pareil un petit peu parlé à la fin de votre interview. Marin et Emeline, qui complètent mutuellement leurs questions, vous demandent comment expliquer que le rugby génère moins d'argent que le football. Donc du coup on n'est pas encore sur la question du sport au féminin, en fait je me suis trompée. Et donc Emeline souligne également l'écart de salaire entre les footballeurs et les rugbymen. Donc comment expliquer cet écart financier entre ce que rapporte le rugby et le football? C'est l'économie que rapporte. Alors, il faut savoir qu'un joueur de rugby, et ça, quand je dis ça sur les salaires des joueurs, tout le monde écoute toujours parce que les gens sont curieux. Un international de rugby, ça va coûter, un joueur français, ça va coûter en net mensuel entre 35 et 45 000 euros. Ça, c'est un international français. Dans le football, vous pouvez multiplier par 10, 20, 30 sans aucun problème. Mais le rugby, c'est un sport qui concerne une dizaine de pays. Le football, c'est un sport qui concerne le monde entier. Le football génère une économie à travers les droits télé dans le monde entier, puisque le spectacle football se vend dans le monde entier. Le spectacle rugby se vend très peu dans le monde. C'est un sport français, il se vend un peu en France. Il se vend bien en France, mais un peu en Grande-Bretagne. Et puis dans les pays de l'hémisphère sud, il se vend, mais pas cher du tout. Donc, c'est lié essentiellement à l'économie de ces deux sports qui n'est pas du tout la même. Je veux dire, voilà, qui n'est pas du tout la même. Donc, aujourd'hui, le rugby a une économie réelle qui a beaucoup progressé. Je veux dire, il y a 10 ans, le salaire d'un international, c'était 10 000 euros. Là, on a multiplié par 4. Les droits télé, il y a 10 ans, c'était 30 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 100. Vous voyez, ça suit à peu près la courbe des droits télé. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même monde économique. Voilà. Donc, je ne suis pas persuadé que le rugby puisse rejoindre le foot à cause de ce côté un peu club de privé sur la planète. Quoi. Il y a une dizaine de pays qui jouent au rugby de façon vraiment sérieuse. Une dizaine de pays, ce n'est pas beaucoup par rapport au foot. Et alors, on y arrive aux questions sur le sport au féminin. Nadia vous demande comment réinventeriez-vous le rugby féminin? Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Il ne faut pas le réinventer, il est très bien le rugby féminin. Il faut peut-être axer un peu plus sur la formation, parce que moi je regarde beaucoup de matchs internationaux, il paraît qu'au niveau des matchs locaux c'est moins, mais il faut bien expliquer que ça n'a rien à voir avec le rugby masculin, c'est un autre sport, qui est plus axé sur le mouvement, je veux dire, et qui est très agréable à voir. Alors, peut-être redonner une identité ville, parce que les gens en France, dans le sport, ont besoin d'avoir une identité ville très forte, encore plus forte à travers un championnat. Mais il n'y a rien à réinventer. Le rugby féminin est en train de grandir. Regardez les chiffres depuis 10 ans du rugby féminin. Il y a 10 ans, le rugby féminin, ça faisait rire. Maintenant, ça ne fait plus rire personne. Au contraire, on est captivé, on regarde. Donc, je crois qu'il faut le laisser vivre et avancer. Et c'est très surprenant. Mais aujourd'hui, je pense certain que le rugby féminin va trouver sa place. Il y a une Coupe du Monde qui a lieu bientôt et le rugby féminin va trouver sa place. Et d'ailleurs, je crois même que France Télévisions a des audiences magnifiques sur le rugby féminin. Donc, il ne faut rien changer. C'est en train de grandir à bonne vitesse et c'est en train de rentrer dans l'imaginaire des Français qui, je dis aujourd'hui, ils ont envie de regarder un match de rugby féminin. Je crois que le France-Angleterre récemment a fait une très très belle audience. On était tous déçus que l'équipe de France perde. On a aussi des journalistes, du coup, Canal Rugby Club féminine, des journalistes qui connaissent très bien, qui sont même sur le terrain. C'est compliqué d'avoir des journalistes féminines. Aujourd'hui, on en a plein et qui sont en plus brillantes. Je veux dire, dans le rugby, on a plein de journalistes féminines, dans le foot aussi, qui maîtrisent très bien. Après, je ne ferai pas allusion à ce reportage de Canal+, bien sûr, parce que c'est hors sujet. Mais dans le monde du journalisme sportif, les femmes ont vraiment trouvé une place superbe. Au départ, je suis certain, que personne ne le prenne mal, je suis certain qu'au départ, on avait pris des femmes pour donner un peu le rôle du pot de fleurs, quoi. Et finalement, elles se sont affirmées, et souvent de façon plus brillante que des journalistes masculins, avec de très bonnes analyses sur les matchs, et en intégrant complètement les sports qu'elles défendaient. Je veux dire, Isabelle Iturburu dans le rugby est incontestable, elle est incontestée. Voilà, et de ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire. Elles ont vraiment apporté un plus dans l'analyse. Donc, réponse, rien n'a changé. Caroline vous demande, et si nous mettions une femme à la tête de la com dans le secteur du foot? Why not?
Moi, je suis absolument pas, je suis pas contre. Je veux dire, moi, je suis assez contre la discrimination positive. Moi, je pense qu'il faut mettre les meilleurs. Si la personne qui peut faire évoluer de façon positive les choses est une femme, il faut mettre une femme. Si c'est un homme, il faut mettre un homme. Mais je me pose pas ce genre de questions. Je veux dire, la sexualité d'une personne, la couleur, l'origine, enfin, tout ça, c'est des trucs dont je me fous complètement, quoi. Je veux dire, c'est mettre la bonne personne. Alors, si effectivement aujourd'hui une femme va dans le foot apporter une véritable plus-value, il ne faut pas hésiter une seconde. Je veux dire, c'est totalement stupide lorsqu'on veut recruter quelqu'un ou mettre quelqu'un en place, de se poser la question de sa sexualité. Il faut uniquement se poser la question de sa compétence, quoi. Uniquement de sa compétence. Oui, tout à fait. Et si on allait plus loin, est-ce que vous pensez que... Alors là, c'est une question personnelle, hein, mais Ouais. si on allait plus loin, est-ce que vous pensez que la communication serait différente avec une femme, justement? Possible, c'est possible, mais oui, non, c'est forcément possible. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'une communication féminine sera par moments un peu plus fine, un peu plus grand public, parce que les femmes ont pour moi une certaine finesse que n'ont pas toujours les hommes, mais ce n'est pas garanti, quoi. Je veux dire. Moi, sincèrement, je vous le redis, je ne verrai aucun obstacle. Voilà. Ça n'a rien à voir. J'avais pris la décision au Stade Mayol, après 100 ans de speaker masculin, j'avais pris la décision de prendre une speakerine, une femme qui connaît très bien le rugby. Et je disais, je trouve que c'est bien, ça a un peu changé. Et ça a été au départ, bon, ouais. Et puis finalement, je crois que si aujourd'hui on l'enlève, les gens vont gueuler, vont hurler, parce que ça se passe très bien. Et voilà, elle maîtrise, elle vit les matchs, elle sait faire passer sa passion aux supporters, elle sait crier quand il faut crier, s'enthousiasmer sur un essai incroyable. Enfin, les gens y ont adhéré. Et donc, je trouve qu'en matière je veux dire, de journalistes, de participants actifs au sport, les femmes ont trouvé leur place et en général, elles ont même souvent démontré que non seulement elles la méritaient, mais qu'elles étaient une plus-value. Et alors, dernière question pour rigoler, parce que nos étudiants sont marrants. Amine vous demande où vous étiez à la Coupe du Monde 98. À la Coupe du Monde 98, j'étais à Miami. Et j'étais au Fontainebleau Hotel. Je me rappelle dans une salle qui était réservée pour voir le match. Et il n'y avait que des Brésiliens et moi. Et donc, j'étais le seul Français. Et en 98, je ne pensais pas qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Et puis est arrivée cette météorite Zidane là, qui a mis 2 buts en 5 minutes. Et moi, j'étais assez discret. Bon, les Brésiliens étaient très déçus. Et à la fin du match, au moment de la remise de la Coupe du Monde, alors que j'étais au fond de la salle parce que je n'arrivais pas à me glisser, ils se sont écartés et ils m'ont dit « ça, c'est pour vous ». Et ils m'ont laissé passer pour voir la remise de la Coupe du Monde devant l'écran. Et en chemin, il y a un vieux Brésilien qui m'a attrapé, qui m'a tapé sur l'épaule. Il portait un maillot du Brésil sur lequel il y avait 3 étoiles, je crois. Et il m'a dit « mais n'oublie pas que nous, on en a 3 ». Voilà. Mais je suis quand même allé voir. Et ils ont été très fair-play puisqu'ils ont attendu la remise de la Coupe du Monde. Et ils ont applaudi au moment où Didier Deschamps a porté la Coupe du Monde. Merci d'avoir répondu aux questions de nos étudiants.